Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. C'est une forêt du Jura, immense, où règne un silence de mort. Le silence de la neige accumulée depuis des jours et des jours. Quelque part dans cette forêt, une petite clairière entre les sapins avec quelques buissons transformés en nuages blancs et givrés. Derrière l'un de ces buissons, un homme guette, tout noir sur le blanc de la neige, immobile, tête nue. Il retient son souffle. C'est à peine si de temps en temps, on distingue une vague buée qui se ferait un chemin entre la barbe noire hirsute et les moustaches épaisses. Ses yeux fixent un point là-bas, au-delà de la clairière, avec une étrange immobilité. Il est accroupi, à demi dissimulé par un bosquet d'arbustes sur sa gauche. Il tient à la main un énorme gourdin. Là-bas, le poing s'est mis à bouger. Par petits bonds successifs, il se rapproche du guetteur. Bientôt, on peut distinguer une sorte de boule de neige, puis 2 oreilles, longues et droites. Un lapin. Les minutes s'écoulent. L'homme ne bouge pas d'un millimètre, tendu, incroyablement attentif. L'animal se rapproche encore. Il est presque à 1 mètre. Mais il s'immobilise soudain, l'œil inquiet, les 2 oreilles dressées, le nez frémissant, soupçonneux. Quelque chose est là, quelque part, qui lui veut du mal. Il le sent. Son dos s'étire, il va bondir, trop tard. Une masse gigantesque et sombre s'abat sur lui en une détente fantastique. La neige vole en un court tumulte. Le gourdin s'abat 1 fois, 2 fois. C'est fini. Un vaste sourire se répand sur le visage brutal du chasseur, étirant 2 cicatrices monstrueuses, l'une au front, l'autre à la lèvre. Joseph Vacher est content. Il soupèse le petit corps soyeux et inerte, puis tranquillement s'assied dans la neige, sort un couteau solide à manche de bois et se met à dépecer son gibier. Quelques minutes plus tard, il se relève, tenant à bout de bras la fourrure du lapin, et s'en va d'un pas traînant, abandonnant au milieu de la clairière le corps entier et sanglant de l'animal. Il a ce qu'il voulait, une fourrure, pour se faire un bonnet. Dans quelque temps, lorsque la peau aura séché, il pourra la coudre et y enfouir son crâne douloureux, comme dans un cocon. Alors il fera son baluchon. Il quittera la ferme Lecomte, une paire de chaussures de rechange réunies par une ficelle sur son épaule et son accordéon accroché sur le dos. Il s'en ira, par les chemins de France, pour accomplir son destin et devenir aussi célèbre que Jacques l'Éventreur, son contemporain d'outre-Manche. La même folie méthodique le mènera bien au-delà du meurtre, en un monde inaccessible à la justice humaine. Avant d'entreprendre avec Joseph Vacher un incroyable tour de France, il nous faut revenir 2 ans en arrière, au temps où Joseph n'avait pas de cicatrice au visage et pas de bonnet de lapin sur la tête, car il y a dans la courte vie de ce garçon de ferme le temps d'avant le bonnet en lapin et le temps d'après. En 1892, Joseph termine son service militaire. Péniblement, au bout de 2 ans, il est devenu sous-officier. C'est un garçon renfermé, sombre, dont la silhouette trapue d'homme de campagne s'accommode tant bien que mal de l'uniforme. Il n'a pas d'amis, il est loin de sa famille, qu'il n'a guère côtoyé depuis son enfance. Le père, cultivateur aisé, a cru bien faire en mettant son fils chez les frères maristes, où lui fut dispensée une éducation aussi spartiate que mystique. Il en est sorti à 18 ans pour gagner la caserne, et à présent, il sait lire, écrire, réciter les psaumes, et croit autant en Dieu qu'en son colonel.
Les jours de permission, il erre, misérablement seul, dans les rues de la petite ville de Baume-les-Dames. Ses camarades abandonnent sans remords ce triste compagnon pour s'en aller chercher à Besançon quelque endroit que la morale réprouve, mais pas le soldat. Un jour cependant, le miracle se produit. Une fête foraine, une jeune soubrette, Louise, plus délurée que jolie, et Joseph tombe amoureux. C'est la première femme de sa vie. Il l'aime presque comme il aimerait la Sainte Vierge, de toute son âme, avec dévotion. Or, la jeune Louise, capricieuse, ne lui consacre guère plus de temps qu'à ses autres conquêtes. Elle le délaisserait même si son air de grande bête triste et ses gaucheries d'amoureux transi ne l'amusaient un peu. Oui, Louise aime bien que Joseph la suive comme un chien, qu'il soit jaloux et malheureux. Les femmes sont ainsi, parfois. Pour se consoler, le pauvre Joseph achète un accordéon. Oh, il ne connaît rien à la musique, mais tente naïvement de traduire ses exaltations romantiques en harmonie approximative. Louise se moque de lui. Et des querelles éclatent de plus en plus souvent, au cours desquelles Joseph a le plus grand mal à maîtriser ce qu'il appelle sa grande colère. Vient le jour où le sous-officier Vacher, libéré de son temps d'armée, quitte la caserne. Planté sur le trottoir, débarrassé de l'uniforme qui le gênait un peu, mais qui avait le mérite de lui donner une contenance, Joseph se sent tout bête. Son sac à la main, sans but, sans travail, sa maigre solde en poche, il n'a qu'une idée en tête, retrouver Louise. Il lui a donné rendez-vous pour son retour à la vie civile. Il va se consacrer à elle, bien sûr, maintenant, entièrement. Il fera n'importe quoi pour elle, pourvu qu'elle le lui demande. Ce rendez-vous sera le dernier que la jeune fille ait accepté, mais il ne sait pas encore, et elle non plus, bien sûr. Car voici la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, le petit rien qui va mettre en péril le fragile équilibre psychologique de ce garçon trop seul, trop mystique, pour la vie comme elle se présente. La voilà, la rupture, qui va faire basculer d'un seul coup immédiatement ce que nous appelons la raison, cet état mental aux frontières si fragiles. Joseph arrive au rendez-vous dans le petit café non loin de la maison où Louise est domestique. Il entre, elle est là, elle l'attend, et Joseph a un grand sourire. Il est heureux, il avance. Louise éclate de rire en le voyant. « T'en as une dégaine !» Interdit. Joseph arrête net l'élan qui le poussait vers elle. « T'aurais mieux fait de rester militaire, mon gars. T'avais l'air plus galant en bouton d'oreille. » Pauvre Joseph. C'est vrai qu'il a l'air nigaud avec ses vêtements qui datent de 2 ans et qui n'ont pas grandi avec lui. C'est vrai qu'il a l'air d'un paysan à la ville un peu béné, avec ses grandes mains rouges qui pendent le long de son corps et son crâne rasé sans képi pour l'avantager. Oh, pour un garçon normal, cette moquerie d'une donzelle insouciante n'aurait pas de conséquences, mais pour Joseph, ce mépris soudain pour son physique est une douche froide. Il a sa grande colère. Et les amoureux se quittent, fâchés, définitivement. C'est un soulagement pour Louise, une torture pour Joseph. Il se met à la suivre rageusement, tente de lui estorquer des rendez-vous qu'elle refuse. Puis, prenant peur, elle se met à le fuir vraiment. Il ne la voit plus, le monde s'effrite autour de lui. De son séjour à l'armée, Joseph a conservé un souvenir qu'il cache soigneusement sous son matelas, enveloppé dans un chiffon graisseux. Un matin, après une nuit plus agitée, plus blanche que les précédentes, il se lève, avec au fond des yeux une lueur étrange, une sorte de fixité bizarre, qui, désormais, ne le quittera plus. Il sort de dessous le matelas, le paquet de chiffon le dépouille, pour en extraire un pistolet et des balles. Il charge le 6 coups et part à travers la ville. Durant toute la matinée, il cherche Louise. Il guette à la porte du domicile de ses patrons. Patiemment, il attend qu'elle sorte pour faire ses courses. Il la voit enfin apparaître. Toute fraîche en tablier et bonnet blanc, son panier dansant au bout de son bras. Et il la suit, au ras des murs, dans la foule du marché, sautant d'un porche de maison à l'autre,
Insouciante, Louise s'attarde, rencontre une amie, bavarde, achète des fleurs, sourit aux commerçants, plaisante avec les cochers. Soudain, au coin de la rue de l'église, elle se sent brutalement saisie par le bras. Une poigne de fer l'entraîne. « Lâche-moi, Joseph, tu me fais mal. Je n'ai rien à te dire. » « Je dois te parler, Louise. Je dois te parler. Il faut que je te parle. Viens. » Un peu poussée, un peu traînée, n'osant pas vraiment avoir peur, Louise se laisse emmener jusqu'à la chambre de Joseph. Elle n'a pas voulu crier ni s'échapper, toujours faraude, espérant reprendre la situation en main d'un coup de coquetterie. Mais le temps des coquetteries est passé. À peine la porte refermée, Joseph fait face, il sort le revolver et, sans plus dire un mot, tire 4 balles, au hasard. Louise n'a pas eu le temps d'avoir vraiment peur, elle s'effondre sur le plancher comme une masse, l'air étonné. La croyant morte, le malheureux se jette à genoux, la couvre de baisers et, levant les yeux au ciel, s'écrie « Dieu, je veux mourir avec elle !» Et il retourne l'arme sur sa tempe, tire les 2 dernières balles et s'effondre. Louise ne mourra pas. Grièvement blessée, elle guérira lentement, oubliera Joseph pour se marier et faire des enfants. Pour elle, cette tragédie n'aura été qu'un malheureux accident de parcours. Joseph ne mourra pas non plus. Il a encore une longue carrière devant lui, vous le verrez. Car pour lui va commencer maintenant le temps du bonnet de peau de lapin. Et une longue course à travers la France. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Gravement blessé à la tête après sa tentative de meurtre et de suicide manqué, Joseph Vacher est transporté à l'hôpital de Baume-les-Dames. Un chirurgien va le débarrasser de l'une des 2 balles logées dans son crâne, mais l'autre reste inaccessible au scalpel et aux pinces. Bon gré, mal gré, Joseph devra vivre avec elle. Ni vous ni moi, fort heureusement, n'avons fait l'expérience de cette malencontreuse cohabitation, mais nous pouvons supposer qu'elle doit être très douloureuse. Sur son lit d'hôpital, Joseph s'agite beaucoup. Il arrache ses pansements, hurle des prières ou des mots sans suite. Parfois, il se lève, tel un forcené, bravant la surveillance des infirmières et déambule dans les couloirs, hirsute, grognant des menaces ou des supplications. Comme il terrorise des malades de la longue salle commune, on l'attache sur son lit. Mais le directeur de l'hôpital, ne sachant plus que faire de cet exalté au crâne percé, fait une demande d'admission à l'asile de Dole et on y transfère Joseph Vacher, désormais officiellement considéré comme fou, du moins pour le moment. Je vous rappelle, chers amis, que nous sommes en 1892, donc à la fin du 19e siècle. 50 ans auparavant, le 30 juin 1838 exactement, les législateurs se sont préoccupés pour la première fois en France du sort des aliénés en réglementant par une loi les modalités d'internement. Mais surtout, cette loi oblige chaque département à disposer d'un établissement destiné à prendre en charge médicalement et physiquement les malades mentaux. C'est dire que l'on commence à considérer les aimables fous des villages comme de véritables malades. On commence seulement, car la loi parle avant tout de séquestration. Mais enfin, il faut un certificat médical pour séquestrer ou faire séquestrer, et c'est déjà un progrès. Joseph Vacher, sur la signature du directeur de l'hôpital de Baume-les-Dames, est donc transféré à l'asile de Dole dans le Jura. Joseph, dans une série de réflexions sur lui-même et sur ses actes, a laissé quelques notes manuscrites, une 30aine de pages, couvertes d'une petite écriture serrée, dans lesquelles il raconte notamment son séjour à l'asile de Dole. Voici ce qu'il dit. « C'est ainsi que, pour commencer, le lendemain de mon arrivée, je m'aperçus que mon lit, comme ceux, hélas, de mes camarades, était couvert de vermine. Quelques jours après, monsieur le directeur de cet asile, me trouvant un peu plus debout, prescrivit à mon gardien d'introduire dans les blessures de mes balles une espèce de racine dite de valériane qui devait se dilater et permettre d'extraire plus facilement le projectile que j'ai encore dans la tête. » Faut-il préciser que ni la valériane, ni l'opération du Saint-Esprit n'extirperont cette balle et que Joseph va souffrir des semaines durant de cette plaie ouverte qui ne fait qu'entretenir sa rage. Il restera 1 an, enfermé dans cet asile de triste réputation
où se côtoient les aveugles, les déments, les infirmes, dans une affreuse promiscuité. On s'y bat pour un crouton de pain, on s'y crache au visage. De pauvres déments y meurent de sous-alimentation, d'autres hurlent des heures entières derrière les portes de bois des KGB. Quelques années plus tard, en 1910, on y découvrit le plus monstrueux des criminels, un gardien nommé Tabuy, le tueur de fous. Pour toucher les 20 sous qu'on lui attribuait pour chaque enterrement, il étranglait les gâteux confiés à sa garde. Quand on s'aperçut de la fréquence des enterrements, le nombre des assassinats commis était impossible à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une bonne partie de la fosse commune de Dole avait été remplie par les bons soins du gardien expéditif. Et va sous le crime. Dans cet enfer, véritable bouillon de culture de la démence, Joseph Vacher s'isole comme il peut, se terre dans les coins, regarde, et surtout se tait. La folie des autres dépasse la sienne. Alors il se recroqueville sur ses pensées, se ferme de plus en plus au monde. Cela le fait paraître aussi calme que le médecin, spécialiste de la valériane dans la chirurgie crânienne, le suppose guéri. Et le 1er avril 1895, Joseph est relâché. Ah, c'est une bien mauvaise farce que la société se fait à elle-même ce jour-là. Une très, très mauvaise farce. Joseph va s'engager comme garçon de ferme pendant quelque temps chez les Lecomte, non loin de Dole. Le jour, il s'occupe des bêtes, le soir, il joue de l'accordéon tout seul au fond de la grange, et il ne parle à personne. Un matin, il se met à l'affût, attaque un lapin, le tue à coups de gourdin, et avec la peau se fabrique un bonnet. Il laisse pousser sa barbe pour dissimuler sa cicatrice, puis il prend la route. Il s'en va au hasard par les chemins à travers prés et forêts, silhouette inquiétante de vagabonds barbus, la tête d'un Raspoutine de campagne. Parfois, il s'embauche pour les travaux agricoles et les patrons essaient de le retenir. Joseph est un ouvrier costaud, travailleur, peu bavard. Mais il ne reste jamais longtemps au même endroit. Il a besoin de liberté pour accomplir la mission qu'il s'est fixée. C'est une mission secrète et horrible qu'il va remplir durant 3 années. 3 années au cours desquelles il va sillonner la France, étrange compagnon, cherchant à réaliser un étrange chef-d'œuvre. Oh, il n'est pas compagnon menuisier ou forgeron ou maçon. Et pourtant, tels ces hommes qui parcouraient la France pour apprendre un métier et s'y perfectionner, il fera le voyage du Jura aux Pyrénées, des Alpes au Puy-de-Dôme, de l'Ardèche à la Savoie. Nombre de villages verront passer à l'heure des loups le mendiant au bonnet de lapin qui met les chiens en rage et fait peur aux enfants. Le 19 mai 1894, à Beaurepaire, dans l'Isère, Eugénie Delhomme, jeune paysanne de 20 ans, ramasse du bois en dehors du village. Le soir, elle ne rentre pas chez elle. On la découvre à la nuit, dans un fossé. Elle a la gorge tranchée, la poitrine barrée d'une croix sanglante faite au couteau. Elle a été violée, probablement après sa mort. On ne retrouve pas l'assassin. Le 18 juillet, à Éclose, toujours dans l'Isère, un petit garçon, Joseph Amieux, 9 ans, déniché des oiseaux par un beau jeudi ensoleillé. On ne le retrouve que le dimanche suivant, la gorge tranchée, la poitrine barrée d'une croix sanglante. Il a été violenté. On ne retrouve pas l'assassin. Le 20 novembre, à Vaquières, dans le Var, Louise Marcel, 13 ans, gardait ses moutons. On la retrouvera au milieu de son troupeau, le chien hurlant à la mort à ses côtés, gorge tranchée, croix sanglante, violée. On ne retrouve pas l'assassin. Le 12 mai 1895, à Étole, dans la Côte d'Or, Augustine Montureux, bergère, gorge tranchée, croix sanglante, violée. On ne retrouve pas l'assassin. Le 21 août 1895, à Bénonce, dans l'Ain, Victor Portalier, 16 ans, garde les vaches. Sa mère vient lui apporter son casse-croûte de la journée. Elle hurle d'effroi en découvrant son fils. Gorge tranchée, croix sanglante, atrocement éventré. Il a été violenté. L'assassin n'est pas retrouvé. Mais il semble bien que sa rage meurtrière grandisse et s'exaspère. Les crimes s'accélèrent. Le 24 août 1895, à Saint-Ours, en Savoie, une veuve de 65 ans, Madame Haraud. L'âge de la victime est accidentel dans la longue liste des précédentes agressions et de celles qui vont suivre. Le 20 septembre, à Saint-Étienne-des-Boulognes, en Ardèche, Pierre Massot, 14 ans. Le 23 septembre, à Bordeaux, à Linalaise, 16 ans. Le 1er mars 96, dans la forêt des Péchérolles, Marie Desrovés, 14 ans, la seule qui échappera miraculeusement à la mort rituelle.
Puis, plus rien pendant quelques mois. Partout où la mort est passée, nul ne peut dire comment. Personne n'a vu personne, et les gendarmes s'interrogent en vain dans chaque département sur ces crimes sexuels, sans criminel possible, dans la région. Pendant ce temps, Joseph Vacher, éternel errant, est arrivé à Chaumont, en Maine-et-Loire. Affamé, il mendie à la porte d'une maison bourgeoise. Le gardien le rabroue. « Va mendier ailleurs ou travaille, feignant, si on veut de ta vilaine tête !» Rendu fou furieux par l'insulte, Joseph se jette à la gorge du domestique. Attroupement, police. Le revoilà entre les murs d'une prison. Résigné, il attend qu'on l'interroge. Il est tellement misérable, tellement seul, qu'il est probable qu'il raconterait sa vie au premier juge qui le lui demanderait. Si seulement quelqu'un s'intéressait à lui. Peut-être achèverait-il là sa monstrueuse activité. Mais on l'ignore. Après l'avoir nourri quelque temps de soupe maigre et de pain dur, l'administration le rejette à la rue, sans même faire le rapprochement entre le dernier crime de la forêt de Pécherolles et ce vagabond inquiétant. Un homme avait vu l'assassin pourtant, l'avait poursuivi un moment sans pouvoir le rejoindre. On n'a pas pensé à les confronter. Ainsi, Joseph Vacher regagne les forêts, son éternel bonnet sur la tête, et le cycle infernal reprend. 10 septembre 96, accusé, Marie Moussier, 19 ans, jeune mariée. 1er octobre, à la Varenne, Rosine Rodier, 14 ans. 25 octobre, à Nîmes, Michel, un petit garçon de 8 ans. 18 mars 1897, à Belfort, une petite fille de 10 ans, si torturée et méconnaissable qu'on ne l'identifie même pas. Le 5 avril, à Varennes, Thérèse Pli, 18 ans. Le 1er mai, à Neufchâteau, une adolescente de 14 ans. Le 24 mai, un petit berger dans l'Eure. Le 18 juin, à Cousieux, un autre petit berger de 14 ans, Pierre Laurent. Le 5 juillet 1897, à Volvan, une vieille femme, la deuxième, et toujours, la gorge tranchée, la croix sanglante, sur la poitrine, quelquefois l'éventration, et le viol pour finir. Pendant 3 ans. 3 ans. Aucun de ces crimes ne sera justifié, aucun meurtrier soupçonné ou arrêté, rien. Enfin, un jour d'automne 1897, c'est Champy, petite localité de l'Ardèche, qui sera l'étape finale de ce Tour de France incroyable. Une jeune femme qui ramasse du bois mort voit surgir de derrière un buisson une sorte de bête sauvage, effrayante, aux yeux d'hallucinés, qui brandit un énorme couteau. Elle hurle. Le monstre la poursuit, il gagne du terrain, la rattrape, la jette violemment à terre. Elle hurle toujours, des cris perçants qui résonnent dans le bois. Son agresseur la maintient à terre. Il a jeté son couteau, il arrache les vêtements, il ne voit plus clair, une force terrifiante l'anime. Pour la première fois, le viol l'emporte sur le meurtre. Il oublie de tuer d'abord. Dans la maison forestière, à quelques centaines de mètres, le mari a entendu les cris de sa femme. Il court, guidé par les hurlements qui ne cessent pas, et il arrive à temps. L'agresseur, cette fois, est ceinturé, battu à mort, ligoté et traîné chez les gendarmes. C'est Joseph Vacher, bien sûr. Et il rencontre à la prison de Tournon un juge d'instruction curieux de faire connaissance avec son nouveau prisonnier. Oh, une seule question suffira. « Pourquoi as-tu fait cela ? Explique-moi. »« Je suis laid. Personne ne veut de moi. » Et Joseph avoue tout ce qu'on veut sans qu'on le lui demande, avec un luxe de détails, d'explications naïves et mystiques, où l'on retrouve Dieu à tous les échos. On retrouvera plus tard dans les mémoires de Vacher ce raccourci intéressant. Je suis un pauvre malade innocent dont Dieu a voulu se servir pour faire réfléchir le monde dans un but que nul humain n'a peut-être le droit de sonder. Lorsqu'il est plus calme, il explique tout simplement au juge « À chaque fois, je suis pris d'une espèce de fièvre, d'un tremblement nerveux. Je ne veux pas tuer ni violer, mais il faut que je le fasse. » Pris d'une furie d'aveux spontanés, Joseph Vacher avouera 18 crimes en 3 ans, 18, dont 16 étaient des enfants ou des adolescents, et qu'il a tous exécutés de la même manière, selon son rite personnel. Pendant 3 ans, cet homme a vécu l'enfer en liberté. Il semble que la prison, enfin, le soulage. Pour faire bonne mesure, il avouera même quelques crimes de plus qu'il est impossible pourtant de lui attribuer. Voilà. Vous connaissez maintenant l'extraordinaire aventure de celui qu'on appelle dans les gazettes de l'époque Vacher, le tueur de bergères. Et je vous entends d'ici penser tout haut, c'était un pauvre fou. Mais non, sachez que 3 éminents aliénistes se penchèrent sur son cas pendant le procès, et tous les 3 s'accordèrent à déclarer « Vacher est un simulateur, il est parfaitement normal ». Seul, le médecin de la prison qu'il voyait tous les jours depuis plusieurs mois témoigne en faveur de l'irresponsabilité. Mais
on n'entendit pas sa voix, et le 28 octobre 1898, le verdict tomba, la peine de mort. Vacher, gesticulant dans son box, dut être maintenu par ses gardes, et tandis qu'on l'entraînait, il se mit à hurler « Malheur, malheur à vous, je suis innocent !» 2 mois après, le matin du 1er avril 1899, à l'aube, on dut le porter comme un paquet jusqu'à la guillotine. Plus de bonnet, plus de cheveux, plus de barbe, en chemise. Terrorisé, plus laid qu'il ne l'avait jamais été, Joseph fut exécuté à l'âge de 30 ans, comme un chien enragé, que l'on abat vite et sans regarder. C'était la mode à l'époque d'examiner après et à la loupe le cerveau des criminels exécutés. L'autopsie révéla des adhérences, des méninges. On fit un rapport et on le classa. Mais pendant longtemps, l'exemple de Joseph Vacher fut l'argument massu des avocats contre les experts. Peut-être Vacher sauva-t-il quelques têtes de déments. Il l'avait dit à sa manière. « Je ne suis qu'un pauvre malade dont Dieu a voulu se servir. » Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.